une sortie silencieuse, un point de presse annulé à la Maison-Blanche et une proposition de 47 pages révèlent qu'il détenait réellement le pouvoir dans cette confrontation commerciale. Une vidéo de 38 secondes enregistrée par une caméra de poule dans un corridor du Château Laurier à Ottawa a changé le cours de la confrontation commerciale la plus déterminante de l'histoire nord-américaine. Ce n'était pas un discours, ni une déclaration de sommet, ni un accord signé, ni un câble diplomatique. C'était un corridor et un homme qui le traversait. 38 secondes d'images publiées sans légende par une journaliste parlementaire de 29 ans qui a affirmé par la suite qu'elle ne trouvait pas de mots capables d'améliorer ce que les images montraient déjà. Dans la séquence, le Premier ministre canadien Mark Carney quitte la salle de réunion bilatérale à 10h 19 du matin, s'arrête une fois au tournant du corridor, ajuste sa manchette gauche avec sa main droite, dit 2 mots à sa ministre des Affaires étrangères, puis poursuit son chemin sans pas et tranquille. Son expression est posée, il ne se retourne pas, la porte derrière lui est déjà fermée. C'est tout ce que montre la vidéo. En 90 minutes, elle avait été visionnée 1 million de fois. En 4 heures, la Maison-Blanche a annulé son point de presse de 15h. Aucune raison n'a été donnée, aucun report n'a été annoncé. Et dans le silence laissé à la place de cette conférence de presse, le monde a obtenu sa réponse. Pour une machine habituée à transformer chaque micro en tour de victoire, le silence est soudain devenu le message le plus prudent. La vraie question est de savoir ce qui s'est passé dans cette salle de réunion avant ces 38 secondes d'image dans le corridor. La séquence d'événements qui a produit une sortie aussi composée, aussi délibérée et aussi définitive, au point de forcer l'appareil de communication le plus puissant de la planète Astère, plutôt qu'à répondre « ne commence pas avec le sommet lui-même ». Mais avec le document qui y a mis fin, un document de 47 pages avait été préparé pendant 6 semaines, examiné par 4 ministères fédéraux et validé par le chef de cabinet de la Maison-Blanche la veille au soir. Sa page couverture indiquait un cadre pour la normalisation du commerce bilatéral, rétablissant les fondations du partenariat économique nord-américain. Mark Carney a lu ce document pendant 14 minutes, puis l'a refermé, l'a posé à plat sur la table, en 2 mouvements délibérés de la main droite, s'est levé et s'en est éloigné sans prononcer un seul mot. Ce que contenaient ces 47 pages compte parce qu'un homme qui avait tout à gagner du succès de ce sommet les a lus pendant 14 minutes avant de décider que cela ne valait pas la peine d'aller plus loin. Ce document révèle aussi où se situe réellement le pouvoir dans cette relation, non pas là où il se trouvait autrefois, non pas là où l'un des 2 camps croit qu'il se trouve, mais là où il se situe réellement et irréversiblement aujourd'hui. La réponse à 38 secondes d'un homme marchant dans un corridor a été une conférence de presse annulée et 4 heures de silence. Ces 38 secondes sont devenues plus puissantes que n'importe quelle déclaration préparée à cause de l'absence de colère, du calme d'un homme qui avait déjà tourné la page et se contentait de le montrer, et peut être aussi de quelque chose de plus délibéré, une sortie chorégraphiée précisément pour produire le moment qui a suivi. Il est difficile de faire tourner une porte fermée à son avantage, même pour une machine de communication à la Trump conçue pour rebaptiser une retraite en stratégie. Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates et l'architecte de certaines des négociations financières les plus importantes du dernier demi-siècle, a regardé la vidéo depuis son bureau à Westport, au Connecticut. Il a publié une réaction avant midi. Il n'a pas parlé des tarifs douaniers, il n'a pas parlé de politique commerciale. Il s'est concentré sur une seule chose que la vidéo révélait sur le camp qui détenait le levier dans cette négociation. Et pourquoi? La réponse de la Maison-Blanche, une conférence de presse annulée, plutôt qu'une déclaration, a été la chose la plus honnête que l'administration avait dite depuis des mois. Mais pour comprendre pourquoi, il faut entrer dans cette salle,
parce que la séquence d'événements qui a mené à 38 secondes d'image dans un corridor et à 4 heures de silence n'a pas commencé lorsque Carney a ouvert le dossier. Elle a commencé 7 semaines plus tôt, lorsque le camp américain a formulé sa première demande pour un sommet bilatéral et que le Canada a dit non. Le camp américain a demandé cette rencontre bilatérale 7 fois avant que le Canada accepte. 7 demandes formelles réparties sur 7 semaines, chacune refusée ou reportée par le côté canadien. La 7e demande est arrivée avec une concession. Les États-Unis accepteraient un lieu choisi par le Canada. Le Canada a choisi le Château Laurier à Ottawa. Les Américains avaient proposé Blair House à Washington. La contre-proposition canadienne n'était pas un compromis, c'était une condition. Le Canada ne se rendait pas à Washington. Les États-Unis venaient au Canada. Quand l'opération photo doit d'abord traverser la frontière, le rapport de force a déjà fait ses valises. La délégation américaine est arrivée à bord de 2 avions gouvernementaux avec 19 responsables au total, le représentant américain au commerce, le secrétaire au commerce, 3 sous-secrétaires et une équipe de 13 négociateurs de haut rang issus de 4 ministères fédéraux, 19 personnes qui avaient réservé 2 étages de l'hôtel et s'étaient préparées à une négociation de 2 jours. La délégation canadienne comptait 9 personnes carnées, la ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre du Commerce et 5 hauts fonctionnaires qui avaient réservé un seul après-midi. Et cette asymétrie, 19 contre 9, 2 jours contre un après-midi, était en soi un signal. Le camp américain ne semblait pas lire ces signaux. Les États-Unis s'étaient préparés à une négociation. Le Canada s'était préparé à une réunion. Il y a une différence. Une négociation est un processus. Une réunion est un verdict. Certaines délégations arrivent avec des cartables, d'autres arrivent avec un pouvoir de négociation. La séance s'est ouverte à 10h04 dans la salle du conseil Mackenzie King, une pièce nommée en l'honneur du Premier ministre ayant servi le plus longtemps dans l'histoire du Canada. Un détail qui était soit une coïncidence, soit une déclaration très discrète, selon la manière dont on lit Ottawa. Les politesses officielles ont duré 22 minutes. Le représentant américain au commerce a livré sa déclaration d'ouverture sur l'histoire commune et l'engagement de l'administration envers un cadre qui servirait les 2 pays. Carney a écouté, les mains à plat sur la table, et lorsqu'il a terminé, il a prononcé 4 mots. Merci, veuillez poursuivre. La délégation américaine a distribué le document de proposition. Il comptait 47 pages. Carney l'a ouvert à la première page. Ce que comptait cette proposition et ce que la délégation canadienne a décrit lors d'un point de presse détaillé le lendemain matin, un point de presse qui était lui-même un acte d'exposition calculé, n'était pas un cadre destiné à rétablir une relation, c'était une demande de démantèlement de tout ce que le Canada avait construit en 18 mois, présenté dans le langage du partenariat, et offerte en échange de presque rien. Elle exigeait que le Canada suspende son cadre commercial bilatéral avec l'Union européenne pendant 24 mois, en attendant un processus d'examen conjoint. En termes simples, on demandait au Canada de cesser de commercer avec l'Europe selon ses propres conditions jusqu'à ce que les États-Unis décident s'ils approuvaient ces conditions. Ce n'est pas du partenariat, c'est de la paperasse déguisée en cordon de velours. Elle exigeait que le Canada rétablisse les protocoles de prix d'exportation énergétique d'avant 2024 pour les acheteurs américains. À ce moment-là, le Canada vendait du pétrole et du gaz à des acheteurs européens et asiatiques avec une prime de 25% par rapport à ce que les acheteurs américains avaient historiquement payé. La proposition demandait au Canada d'accepter volontairement des prix inférieurs au marché pour ses propres ressources, afin que les acheteurs américains puissent continuer à profiter de tarifs qui reflétaient une dépendance que le Canada avait passé 18 mois à dissoudre. Elle exigeait le démantèlement de l'infrastructure canadienne de règlement des matières premières, l'architecture financière parallèle que Carney avait construite pour traiter le commerce en dehors des cadres libellés en dollars.
au matin du sommet, cette infrastructure avait traité 340 milliards de dollars de commerce, non libellés en dollars. La proposition demandait au Canada de la démanteler, pas de la suspendre, pas de la réviser, de la démanteler. Apparemment, l'indépendance était acceptable seulement jusqu'au moment où elle s'est accompagnée d'un logiciel comptable. Elle exigeait que le Canada publie une déclaration conjointe affirmant que la relation bilatérale constituait la pierre angulaire de l'engagement économique international du Canada, un langage qui aurait directement contredit, dans le dossier public, chacune des annonces de diversification commerciale faites par Carney au cours des 14 mois précédents. Elle exigeait des mécanismes de vérification de conformité avec une commission de surveillance conjointe, un président nommé par les Américains et une autorité de veto américaine sur les échéanciers de mise en œuvre canadiens. Pas une contribution américaine, mais un veto américain sur la politique canadienne en sol canadien. Ce genre de surveillance ressemble moins à de la coopération qu'à une tentative de vendre à la souveraineté un badge de visiteur. Puis, dans une annexe présentée comme une note de bas de page, mais portant le poids d'une condition préalable, la proposition exigeait que le Canada rétracte officiellement 3 déclarations publiques précises faites par Carney au cours des 6 mois précédents. Dans ces déclarations, Carney avait décrit la relation bilatérale comme, selon ses propres mots, une dépendance que le Canada a définitivement dépassée. La demande était claire, rétracter ces mots, signer une déclaration disant que la relation est la pierre angulaire de la vie économique canadienne, geler les accords commerciaux européens, accepter des prix énergétiques inférieurs au marché, démanteler l'infrastructure de règlements non libellés en dollars, soumettre la politique commerciale canadienne à une autorité de veto américaine et faire tout cela en échange d'une réduction conditionnelle, partielle et progressive des tarifs douaniers qui avaient, selon toutes les mesures économiques disponibles, nuit davantage à l'économie américaine qu'à l'économie canadienne. L'art trumpiste de la négociation était apparemment devenu ceci, demander les clés de la maison tout en offrant d'arrêter de gratter à la porte. La proposition ne demandait pas au Canada de négocier, elle demandait au Canada de renoncer à tout ce qu'il avait construit, d'abandonner tout ce vers quoi il avait avancé et de déclarer publiquement que les 18 mois de construction économique avaient été une erreur. Elle demandait tout et n'offrait rien, sauf une annulation partielle de mesures dont il avait déjà été prouvé qu'elles faisaient plus de tort aux États-Unis qu'au Canada. Carney a atteint l'annexe à la 14e minute. Il a posé les 2 mains à plat sur la proposition. Il n'a pas levé les yeux. Il a aligné les bords du document avec le bord de la table. 2 mouvements de la main droite, délibéré et tranquille. C'était le geste d'un homme qui rend quelque chose avec assez de soin pour que ce retour ne puisse pas être interprété comme de la colère, parce que la colère aurait donné à l'autre camp quelque chose à quoi répondre. Et il n'avait aucune intention de leur offrir cela. Pas de voix élevée, pas de coup de poing théâtral sur la table, seulement le genre de silence qu'aucun attaché de presse ne peut faire briller. Alors, il s'est levé, il n'a rien dit. Il a boutonné l'unique bouton de sa veste et s'est dirigé vers la porte. La ministre des Affaires étrangères s'est levée. Le ministre des Finances s'est levé. Le ministre du Commerce s'est levé en 11 secondes. Les 9 responsables canadiens étaient debout et en 17 secondes, ils avaient franchi la porte. Le représentant américain au commerce a prononcé un seul mot. Monsieur le Premier ministre, en direction d'une porte qui était déjà en train de se refermer, la caméra de poule dans le corridor a capté ce qui s'est passé ensuite. 38 secondes, le pas de Carney était tranquille. Son expression posée. Il s'est arrêté une fois au tournant du corridor, a ajusté sa manchette gauche avec sa main droite, a dit 2 mots à sa ministre sans ralentir, puis a continué au coin du couloir et est sorti du cadre. La délégation américaine est restée assise à la table pendant 6 minutes après la fermeture de la porte.
Personne n'a parlé. 40 minutes plus tard, Carney s'est présenté au pupitre dans le hall d'honneur de l'édifice du Parlement et a livré la déclaration officielle la plus courte de son mandat de Premier ministre. En 2 minutes et 12 secondes, il a parlé sans notes, il a décrit brièvement et sans dramatiser ce que la proposition contenait, ce qu'elle demandait au Canada de rétracter, ce qu'elle demandait au Canada de démanteler, ce qu'elle offrait en retour. Puis il a prononcé 10 mots qui sont tombés avec la finalité tranquille d'une porte refermée sur quelque chose qui ne sera pas rouvert. Le Canada ne négocie pas les conditions de sa propre existence. 10 mots, aucun tremblement, aucune pause pour les faits, aucun regard vers un texte préparé, seulement une phrase prononcée comme on énonce un fait par un homme pour qui c'en était un. Il s'est éloigné du pupitre sans répondre aux questions en moins de 3 heures. La phrase se retrouvait à la une de tous les grands journaux sur 3 continents. Certains slogans ont besoin de rassemblement, certaines phrases mettent simplement fin à la pièce. Le Financial Times les a qualifiés de 10 mots qui ont clos un chapitre. Darby les a publiés en anglais sans traduction, parce que certaines phrases se traduisent d'elles-mêmes. Et à Washington, le point de presse de 15h, prévu depuis le vendredi précédent et confirmé par 140 journalistes accrédités, a été annulé à 11h34. 3 phrases. Des ajustements d'horaire, aucun report annoncé. L'avis d'annulation est arrivé à 11h34. La vidéo du corridor avait atteint le bureau de presse de la Maison-Blanche à 10h52. Dans les 42 minutes entre ces 2 eurodatage, 4 appels ont été passés entre la Maison-Blanche et l'avion du représentant américain au commerce. Sur le tarmac de l'aéroport d'Ottawa, le contenu de ces appels n'a pas été divulgué. Ce qu'ils ont produit, c'est le silence, un point de presse annulé et une délégation de 19 personnes qui est rentrée sans tenir une seule disponibilité médiatique. Pour une fois, le point de presse le plus bruyant à Washington a été celui que personne n'a osé tenir, 3 anciens directeurs des communications de la Maison-Blanche, s'exprimant chacun séparément auprès de journalistes cet après-midi-là, ont offert la même analyse sans coordination. Une conférence de presse est annulée lorsqu'il n'existe aucune réponse à la première question qui sera posée. Et la question qui aurait été posée en premier dans cette salle de presse par n'importe lequel des 140 journalistes ayant confirmé leur présence était « Quelle est votre réponse à la déclaration du Premier ministre canadien ?» Il n'y avait pas de réponse préparée. Il ne pouvait pas y avoir de réponse préparée. La déclaration n'avait pas été anticipée. Et elle ne l'avait pas été parce que la proposition de 47 pages avait été rédigée par des gens qui croyaient, en entrant dans cette salle, que le Canada avait encore plus besoin de l'accord que les États-Unis. Cette croyance était fausse, elle l'était depuis 14 mois, et la vidéo de 38 secondes, les 10 mots, le point de presse annulé. Rien de tout cela n'a été le moment où le Canada a changé. Ils ont été le moment où les États-Unis ont été forcés de voir publiquement, devant une audience de 4, 1 million de personnes dans les 90 premières minutes, que le Canada avait déjà changé, que ce changement n'était pas réversible, et que la proposition de 47 pages déposée sur la table de la salle Mackenzie King était un document écrit pour un pays qui n'existait plus. La proposition négociée avec le Canada d'hier et s'attendait pourtant à ce que le Canada d'aujourd'hui signe le reçu et 380 000 travailleurs américains dépendent directement de la relation commerciale bilatérale qui n'a désormais plus de processus diplomatique pour la restaurer. Ce chiffre provient de données du Bureau of Labor Statistics, croisées avec l'analyse des flux commerciaux du département du commerce et la modélisation de l'emploi régional de la Réserve fédérale. Il comprend 109 000 emplois dans la fabrication automobile au Michigan et en Ohio, liés à des chaînes d'approvisionnement transfrontalières tellement intégrées qu'un seul véhicule assemblé à Détroit contient des composants qui traversent la frontière canadienne en moyenne 7 fois pendant la production. 83 000 emplois dans l'énergie, la Pennsylvanie, le Texas et la côte du Golfe,
dépendant du pétrole brut et du gaz naturel canadien, qui circulent maintenant à prix majoré vers des acheteurs européens et asiatiques. 61 000 emplois dans l'agriculture à travers l'Iowa, le Minnesota et les Dakotas, où le blé canadien, les canola, la potasse et le bétail, circulent dans des chaînes d'approvisionnement sans remplacement américain à court terme. Les 127 000 emplois restants sont répartis entre la logistique, la fabrication, la technologie et les services, dont les activités dépendent en tout ou en partie d'une relation qui, depuis mardi matin, n'a plus de canal pour la soutenir. Ces 380 000 travailleurs comptaient sur ce sommet, non pas abstraitement, mais dans un sens précis et concret, parce que leurs employeurs le leur répétaient depuis des semaines,